Bonjour. Attendez. Bonjour, je suis Franck Brouillard, je suis enseignant à l'Université de Paris et je suis donc avec ma collègue Karine Lebarche pour vous présenter le CPES Janson de Sailly Université de Paris et en particulier le parcours innovation biomédicale et pharmaceutique dont Karine et moi sommes responsables. Voilà. Karine, voilà, je vais te demander à chaque fois de Oui. diapo. Alors, tout d'abord, je vais vous donner les grandes lignes de cette formation un petit peu particulière, puis après, on regardera un petit peu le détail des cours. Alors, le CPES, c'est une formation hybride, classe préparatoire aux grandes écoles et licence universitaire. Donc, c'est une formation qui, selon nous, doit concilier les avantages des deux types de formations, les petits effectifs et l'encadrement des classes préparatoires et l'ouverture à la recherche des licences scientifiques universitaires. Voilà. Donc, pour nous, cette formation doit être une vraie hybridation entre les deux formats de formation post-bac. Il y a dans le CPES que nous proposons deux parcours de licence sur lesquels on va revenir dans un instant. Alors, ce qui est important, à mon avis, c'est de retenir qu'il s'agit là de licences scientifiques pluridisciplinaires, c'est-à-dire que la formation va aborder différents champs disciplinaires scientifiques. Donc, il faut avoir les bases scientifiques pour pouvoir suivre cette formation. Et cette formation CPES Janson de Sailly, Université de Paris, qui propose deux parcours, propose en fait quelque chose qui est en lien avec les enjeux sanitaires, environnementaux contemporains, puisqu'on a deux parcours, un, innovation biomédicale et pharmaceutique qui renvoie aux enjeux sanitaires et environnementaux, et l'autre, parcours qui est environnement énergie nouvelle, qui renvoie plutôt aux enjeux environnementaux et énergétiques contemporains. Voilà. Donc, Karine, tu peux passer la diapo. Alors, concrètement, cette formation, elle se déroule sur deux sites. Le lycée Janson de Sailly dans le 16e arrondissement de Paris et, selon le parcours que l'on choisit, le site Saint-Germain-des-Prés de l'Université de Paris ou alors les Grands Moulins de l'Université de Paris. Les étudiants qui sont dans le parcours innovation biomédicale et pharmaceutique ont cours à l'université à Saint-Germain-des-Prés et ceux qui choisissent le parcours énergie et environnement ont cours au Grand Moulin. C'est dans le 13e, je crois. Alors, cette formation, c'est une formation de licence, ça c'est important de le souligner, qui dure donc 3 ans et qui représente pour chaque étudiant environ 1800 heures de travail réparties sur les 3 années. Et cette formation, donc, permet l'obtention d'un diplôme national, un diplôme de licence délivré par notre université. Voilà, donc Karine, tu peux changer. Voilà, c'est fait. Voilà, alors, je suis désolé, hein, il y a des polices de caractère qui passent mal là sur les... Bon, c'est pas très grave. Donc, il y a deux parcours. Le parcours innovation biomédicale et pharmaceutique, dont Karine et moi sommes responsables, qui est rattaché à la licence sciences biomédicales. Et le deuxième parcours, c'est le parcours environnement énergie nouvelle, qui lui est rattaché à la licence sciences de la Terre, qui est portée par nos collègues de l'Institut de physique du globe de Paris. Voilà, alors, il y a des objectifs, bien sûr, dans cette formation. Et le premier de ces objectifs, c'est de permettre aux étudiants d'acquérir un socle de connaissances scientifiques suffisamment solide pour leur permettre ensuite de poursuivre leurs études en master scientifique ou en école d'ingénieur, voire en pharmacie. Je vous en parlerai dans un instant. La formation est un peu plus qu'une formation scientifique, puisqu'elle propose des cours complémentaires en anglais. Bon, c'est assez classique.
et aussi en sciences humaines et sociales, en comment dire, philosophie, sciences économiques et sociales et sociologie. Voilà, toujours en lien avec les enjeux environnementaux, sanitaires et énergétiques contemporains. Et cette formation, grâce peut-être davantage à son volet universitaire, permet aux étudiants de développer des savoir-faire, donc plutôt des savoirs pratiques et des savoirs agir, ce qu'on appelle des compétences indispensables à la formation de futurs scientifiques, ingénieurs, chercheurs ou pharmaciens. Voilà. Alors, vous le savez peut-être, à l'université, et là c'est aussi le cas bien entendu, à l'université, les enseignements sont regroupés en unités d'enseignement. Et une unité d'enseignement, c'est un ensemble de cours, généralement dans la même discipline et répartis sur un semestre entier. Et ce qu'il faut savoir pour comprendre ce que je vais vous expliquer dans un instant, c'est qu'aujourd'hui, ces UE, donc ces groupes d'enseignement, sont regroupés eux-mêmes dans des blocs. Donc, il y a des UE disciplinaires sur un semestre, souvent, et des blocs d'UE qui sont des regroupements d'UE, tout simplement. Voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir vous expliquer l'organisation du CPES. Bien, il y a en fait un tronc commun chaque année. Ce tronc commun correspond à des enseignements scientifiques qui sont assurés à Janson de Sailly. Donc, les disciplines qui sont enseignées, vous le verrez dans un instant plus en détail, ce sont les mathématiques informatiques, la science de la vie et de la Terre, la chimie, la physique. Et dans ce tronc commun, il y a également des cours d'anglais et d'humanité, donc philosophie, sociologie, géographie. Voilà, ça forme un bloc, qui est le socle scientifique à Janson de Sailly. Et puis, à l'université, il y a d'autres regroupements d'UE. Il y a des UE, des cours, en fait, si vous préférez, proposés à l'université, où les étudiants du CPES rejoignent des UE, des cours déjà existants dans d'autres licences. Voilà, donc ça regroupe les enseignements qui sont assurés à l'université. Et puis, le parcours innovation biomédicale et pharmaceutique, dont Karine et moi sommes responsables, propose un autre type d'enseignement tout à fait particulier. Nous proposons des apprentissages par projet scientifique qui, eux, sont regroupés avec les stages dans des blocs qu'on appelle blocs de compétences scientifiques. Voilà. Donc, concrètement, si Karine passe à la diapositive suivante, voilà. Non, juste une petite précision. Le tronc commun à Janson de Sailly, ça représente 75% des cours, du volume des cours, pour être exact, en première année, 70% en seconde année et 30% la dernière année. Et en parallèle, le volume des cours à l'université est de 25% la première année, 30% la seconde et 70% la troisième. Donc, vous voyez que le tronc commun diminue progressivement au fur et à mesure que les cours à l'université augmentent en proportion. Voilà. Donc, c'est comme ça que se répartissent les cours sur les 3 années. Là, on vous a mis l'organisation des cours de la première année du CPES. Donc, vous retrouvez en haut, en bleu, le tronc commun de Janson de Sailly, qui est divisé en 2 blocs, un bloc au premier semestre, un bloc au second semestre. Dans chaque bloc, vous avez les disciplines scientifiques fondamentales, mathématiques, informatique, physique, chimie, sciences de la vie et de la Terre, donc c'est biologie, géologie, anglais, plus anglais et humanité, donc au premier semestre et au deuxième semestre. Et puis, pour le parcours IBP, vous avez un groupe d'activités en jaune qui correspondent à des apprentissages par projet en première année. Et ces apprentissages par projet permettent aux étudiants d'acquérir et de développer les savoir-faire nécessaires à une démarche scientifique, à une bonne communication scientifique et à la conduite de projets scientifiques. Voilà, je donnerai un petit exemple de projet dans un instant. Donc ça, c'est pour le parcours IBP. Pour le parcours énergie-environnement,
nos collègues de l'IPGP, de l'Institut de physique du globe de Paris, proposent une autre formule. En plus du tronc commun, les étudiants qui sont dans ce parcours suivent des UE communes à la licence Sciences de la Terre. Donc, des enseignements de géosciences, des enseignements plutôt sur des analyses d'articles sur les sciences de la Terre. Et puis, il y a un stage de terrain à la fin de la première année. Je crois que c'est au mois de mai, si mes souvenirs sont bons. Et au premier semestre, excusez-moi, je passe d'un semestre à l'autre, les étudiants du parcours de ZE ont un projet commun avec les étudiants du parcours IBP. Voilà. Donc ça, c'est l'organisation de la première année. Et en termes d'emploi du temps, alors souvent les étudiants nous demandent comment ça se traduit tout ça en termes d'emploi du temps. Donc on vous a mis ici un aperçu, un bref aperçu de l'emploi du temps de la première année du CPES, quel que soit le parcours. Donc vous voyez, enfin on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'il y a l'essentiel des cours se déroule à Janson-de-Sailly. À chaque fois qu'on a écrit JDS dans une petite case, c'est Janson de Sailly. Et puis le mardi, ici, ou le mercredi, il y a les enseignements sur une demi-journée, bloqués sur une demi-journée au moins, il y a les enseignements à l'université. Donc les étudiants ont le temps, largement le temps, d'aller du 16e, lycée Janson-de-Sailly, à l'université. Ça se fait, je crois qu'il faut 40 minutes pour Oui, c'est ça. rejoindre les deux sites. Voilà. Et ce que vous pouvez remarquer également sur ce document, c'est qu'il y a des interrogations orales. Alors, ça correspond au col typique des classes préparatoires. Et puis, le samedi matin, les devoirs sur table. Voilà. Alors, maintenant, les débouchés. Alors, on n'a pas une image très, très précise des débouchés, hein, puisque, en fait, le CPES a ouvert l'année dernière. Donc, on n'a pas encore eu d'étudiants diplômés de cette formation, mais cette formation a été conçue pour permettre certains débouchés qui sont représentés ici. Alors, les étudiants qui auront suivi les 3 années du CPES seront des étudiants de licence, et si tout va bien, diplômés, donc avec une licence universitaire. Et cette licence donne le droit à l'accès, naturellement, je dirais, à un certain nombre de masters, pourvu qu'ils soient dans le domaine de la licence. Et le CPES est conçu pour permettre aux étudiants de poursuivre leurs études en master. Par exemple, on vous a mis une liste non exhaustive, sciences de la Terre et des planètes. Ça, c'est si les étudiants sont dans le parcours énergie-environnement, c'est le master naturel, je dirais. Dans le master Biomedical Engineering, ça, c'est plutôt, je dirais, pour les étudiants qui sont dans le parcours innovation biomédicale et pharmaceutique. Mais il y a aussi d'autres masters. Le master toxicologie, écotoxicologie de l'Université de Paris est un master qui peut constituer un débouché pour les étudiants du CPES. Il y a les masters de chimie de l'université, puisque, en fait, le parcours IBP en particulier propose, on va le redétailler un petit peu, mais pas mal de cours de chimie qui permettent d'acquérir les bases pour aller en master de chimie ensuite. Voilà, et on n'a pas mis la liste exhaustive de tous les masters que les étudiants pourraient intégrer à l'issue de cette formation. Alors, il y a, vous voyez, au centre de la diapositive, le mot pharmacie. En fait, nous avons un accord particulier avec la faculté de pharmacie. Il y a un dispositif qui permet aux étudiants qui auraient validé leurs 3 années de CPES d'intégrer le cursus de pharmacie en 3e année. Voilà, donc il faut candidater, il faut être sélectionné par la faculté de pharmacie et les étudiants sélectionnés peuvent suivre en 3e année du CPES des cours particuliers pour eux et puis intégrer ensuite, si tout va bien, la 3e année du cursus de pharmacie.
Voilà. Et puis, quel que soit le parcours choisi, innovation biomédicale et pharmaceutique ou énergie-environnement, la formation doit permettre, euh, la formation doit permettre d'intégrer aussi des écoles d'ingénieurs par la voie universitaire. Vous le savez peut-être, les écoles d'ingénieurs, et même les plus prestigieuses, accueillent des étudiants par la voie classique, c'est-à-dire les classes préparatoires, mais aussi par la voie universitaire. Les étudiants qui ont une licence peuvent intégrer les écoles d'ingénieurs. La très grande majorité des écoles d'ingénieurs proposent ce type de recrutement. Et le CPES doit permettre aux étudiants d'intégrer des écoles d'ingénieurs. Et nous pensons notamment à l'école d'ingénieurs Paris Diderot, qui est l'école d'ingénieurs de notre université de Paris, mais aussi des écoles d'ingénieurs en agronomie, des écoles d'ingénieurs en géologie et des écoles d'ingénieurs, disons, plus généralistes. Et on va vous donner peut-être un petit peu plus de précision maintenant en vous présentant le parcours innovation biomédicale et pharmaceutique. Voilà, donc Karine, si tu veux bien, voilà, donc on vous présente plus spécifiquement le parcours innovation biomédicale et pharmaceutique dont nous sommes responsables. Donc, ce parcours, je vous l'ai dit, c'est un parcours en fait de la licence sciences biomédicales de l'Université de Paris. Ce parcours, il permet d'acquérir, en plus du tronc commun à Janson de Sailly, des compléments de biologie et de chimie à l'université. Donc, en biologie, ça va être de la biologie moléculaire et cellulaire, de la biochimie notamment, et en chimie, de la chimie organique et de la chimie non organique. Voilà, des solutions. Et puis, ce parcours-là, il a été imaginé pour permettre aux étudiants de développer des compétences de scientifiques, grâce notamment à des apprentissages par projet scientifique et des stages. On a programmé un stage en deuxième année en laboratoire et puis un stage en troisième année qui peut s'effectuer en laboratoire ou en entreprise selon le projet de poursuite d'études des étudiants. Et ce parcours d'innovation biomédicale pharmaceutique permet aux étudiants de donner une petite coloration à leur formation en choisissant davantage les UE de chimie en troisième année ou de biologie. Donc, on peut se spécialiser progressivement plutôt vers la chimie ou plutôt vers la biologie, mais les deux premières années proposent des cours quasi communs. Il n'y a pas beaucoup d'options en première, il n'y en a aucune. En deuxième, il y a juste une petite option au choix au deuxième semestre. Et au troisième semestre, on commence à faire des choix de discipline. Voilà, ça laisse le temps de réfléchir. Alors là, c'est simplement une diapositive qui reprend ce que je viens de dire. Ce parcours permet, en plus du tronc commun, d'acquérir des savoirs théoriques et pratiques en sciences de la vie, donc plutôt en biologie et en chimie, et aussi des compétences de scientifiques. Donc, des compétences cognitives de résolution de problèmes par une approche scientifique, des compétences communicationnelles, communication écrite, orale, scientifique, et des compétences organisationnelles en termes d'organisation du travail, notamment du travail par équipe, lorsqu'on travaille sur des projets scientifiques. Donc, ce parcours-là, moi, je crois que j'aimerais souligner une chose, c'est que ce parcours-là propose de nombreuses activités par équipe. Et donc, il faut apprécier ce type de travail. Les étudiants se forment des équipes de 4 à 6 étudiants sur des projets qui peuvent durer un semestre entier. Et il faut apprécier quand même le travail par équipe pour pouvoir profiter pleinement de cette formation-là. Et les projets que nous proposons, j'en donne un seul exemple ici. Par exemple, donc, en première année, premier semestre, ce que nous demandons aux étudiants, c'est de construire
des piles à combustible microbiennes sur le modèle d'un article et scientifique récent, tout à fait sérieux, et en nous proposant en plus une amélioration du dispositif. Donc, ils doivent reproduire quelque chose qui a été décrit dans la littérature, donc on leur fournit les moyens. Ce ne sont pas des TP, hein. C'est une activité qui s'étend sur un semestre, et ils doivent nous proposer une amélioration et nous faire la preuve, si possible, que cette amélioration améliore bel et bien les performances de la pile. Voilà. Donc, la petite photo qui est sur la gauche, là, c'est une photo qui a été prise cette année. Vous voyez deux étudiants du CPES en train de monter la partie électronique de la pile à combustible microbienne, qui est un objet hybride, mi-électronique, mi-chimique, mi-biologique. Voilà. Donc, l'organisation de la première année, vous la voyez ici, il y a le tronc commun, et en jaune, toutes ces activités d'apprentissage par projet qui durent un semestre entier et qui correspondent à des travaux par équipe. Voilà. Donc, la deuxième année, toujours le parcours innovation biomédicale et pharmaceutique, la deuxième année, elle est construite presque exactement sur le modèle de la première. Vous avez le tronc commun à Janson-de-Sailly avec les disciplines scientifiques, plus l'anglais et les humanités. Vous avez, comme en première année, un bloc annuel qui regroupe tous les apprentissages par projet et le stage de laboratoire du deuxième semestre. Et vous avez en plus des cours à l'université, des cours qui sont communs avec la licence sciences biomédicales. Donc, un cours de chimie au premier semestre de la deuxième année et des cours de biologie au second semestre, où vous pouvez avoir biochimie ou biologie moléculaire, ou sciences cognitives, selon votre projet de poursuite d'études, et puis en plus, et ça c'est obligatoire, un enseignement de biologie cellulaire. Voilà, ça c'est la deuxième année. Et donc on ne vous a pas mis la troisième année parce qu'elle n'est pas encore validée par les instances universitaires, mais on sait ce qu'il y a dedans exactement. Il y aura des UE au choix, un tronc commun Janson-de-Sailly, des UE au choix qui sont des UE de la licence sciences biomédicales, plus une ou deux UE spécifiques du CPES. Voilà. Alors, pour les débouchés spécifiques du parcours IBP, ce parcours IBP permet de postuler ou de candidater, si vous voulez, à l'entrée en master, et en particulier dans le domaine des sciences biomédicales, de la toxicologie, des neurosciences, voire des sciences cognitives, et dans les masters de chimie. Voilà. Ce parcours du CPES permet, pour les étudiants qui sont candidats et sélectionnés, l'entrée dans le cursus de pharmacie. Et enfin, troisièmement, ce parcours du CPES doit permettre aux étudiants de candidater en école d'ingénieur, disons dans 2 ou 3 catégories d'écoles, les écoles d'agronomie, par la voie d'entrée universitaire. Il y a 11 écoles qui recrutent sur des épreuves communes, appelées concours B. Dans des écoles généralistes, accessibles notamment par les épreuves appelées GEI Univ, qui permettent l'entrée dans une quinzaine de grandes écoles d'ingénieurs. Et puis, je dirais, toutes les autres écoles d'ingénieurs qui recrutent sur dossier, et il y en a beaucoup en France, et qui pourraient être intéressés par des candidatures venant de ce CPES-là. Voilà. Donc, je pense notamment à toutes les écoles polytech, enfin, dans ces domaines, hein, bien sûr, les écoles polytech, qui sont des écoles d'ingénieurs d'université, et puis à bien d'autres écoles d'ingénieurs. Je pense notamment aux mines d'Albi, d'Alès, ou de Douai, qui sont des écoles d'ingénieurs qui recrutent des étudiants qui ont une licence et qui pourraient être très intéressés
par le solide socle de connaissances scientifiques des étudiants du CPES et leur niveau notamment en mathématiques. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais les mathématiques et la physique représentent une part importante du tronc commun. Voilà. Donc là, je vais dire 2 mots sur le parcours 2E, mais sachez que ce parcours est présenté par nos collègues de l'Institut de physique du Globe de Paris, l'IPGP, cet après-midi. Je ne me souviens plus des horaires exacts. Je cherche. Pardon, attends, je vais les redonner. Vas-y, avance, je vais les redonner. Ouais. Donc, ce parcours du CPES, il sera présenté par nos collègues de l'IPGP, de l'Université de Paris, dans le cadre de ces JPO, de ces journées portes ouvertes cet après-midi. On va vous retrouver les horaires. Donc, vous pouvez... À 12h30 et à 15h30. Voilà, donc il y aura une présentation de ce parcours plus spécifiquement. Moi, je vais quand même en dire 2 mots. Karine, si tu veux bien. Oui, voilà, ça y est, j'y suis. Voilà, donc ce parcours énergie-environnement, il est rattaché à la licence Sciences de la Terre de l'Institut de physique du Globe de Paris, qui est une composante de notre université. Ce parcours-là, il est plus axé sur les sciences de la Terre par rapport, en comparaison, enfin, il est axé sur les sciences de la Terre. Il permet de comprendre le fonctionnement de la planète Terre, avec, vous le voyez, un fort accent sur les enjeux sociétaux et environnementaux liés à cette question. Il permet d'acquérir des savoirs théoriques et pratiques dans ces domaines, les géosciences notamment. Il propose, on va le voir dans un instant, des stages de terrain, ce qui est très important dans les disciplines des sciences de la Terre. Et puis, également, ça c'est le propre de nos formations universitaires, il permet aux étudiants d'acquérir des compétences de scientifiques grâce notamment à des analyses d'articles scientifiques et des stages en laboratoire. Donc, on va voir concrètement ce que tout ça veut dire sur la maquette de ce parcours. Karine, si tu veux. Juste les responsables peut-être. Oui, pardon. Les responsables, alors, ce sont nos collègues Isabelle Martinez de l'IPGP à Paris et Éric Gaillet, qui est le responsable de la licence Sciences de la Terre de l'Université de Paris. Voilà, donc c'est les 2 responsables, nos 2 collègues qui vont présenter ce parcours-là cet après-midi. Donc, eux, ils ont un tronc commun, hein, comme nous. Et puis, en première année, donc là, on vous montre la première année. Et puis, il n'y a pas d'apprentissage par projet scientifique en première année du parcours 2E. Il y en a un petit qui est commun avec le parcours IBP. Mais il y a surtout, je dirais, des cours qui sont proposés dans le cadre de la licence Sciences de la Terre et que les étudiants du CPES intègrent. Voilà, donc il y a un cours de géosciences, il y a un cours intitulé Actualité en sciences de la Terre où il s'agit de faire des analyses d'articles sur les questions contemporaines qu'on se pose à propos des sciences de la Terre. Il y a un stage, il y a des cours de géosciences au second semestre et un stage de terrain de quelques jours au mois de mai, à la fin du 2e semestre. Et je crois qu'en général, c'est dans le Massif central. Voilà. En 2e année, donc c'est toujours la même organisation, tronc commun Janson de Sailly et UE de la licence Sciences de la Terre à l'université. Et là, il y a des cours de microbiologie, notamment au 1er semestre, parce que c'est une discipline importante, notamment des sciences du sol. Il y a des cours de géochimie, vous voyez, géochimie organique et pollution. Il y a des cours plus axés au second semestre sur les questions énergétiques, énergie et géosciences au second semestre. Et puis, je n'arrive pas à lire ici, voilà, il y a des cours plutôt de chimie et de biologie de l'eau au second semestre.
Voilà, mais mes collègues seront beaucoup plus compétents que moi pour vous expliquer la nature de ces cours, de ce parcours 2E. Voilà, donc celui-là, ce parcours, il est plutôt conçu pour permettre la poursuite d'études en master dans les domaines des sciences de la Terre et des planètes, et des sciences de l'environnement. Il y a un master qui est porté par l'IPGP, qui est la suite naturelle de ce parcours, mais il n'y a pas que ce master-là, il y en a bien d'autres en France qui sont accessibles aux étudiants qui auront suivi ce parcours. Et puis, il est conçu comme l'autre parcours pour permettre l'entrée en école d'ingénieur par la voie universitaire. Ce que ce parcours propose, permet ou devrait permettre, c'est l'entrée dans des écoles de géologie, comme l'école de géologie de Nancy notamment, qui est très fameuse et qui pourrait être très intéressée par le profil des étudiants qui auront suivi ce parcours. Et voilà, je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup. Alors, au niveau des questions, il y a Madame Meyer qui nous interroge sur: avez-vous des quotas pour intégrer les grandes écoles d'ingénieurs? Et par rapport à l'enseignement de maths et de physique, a-t-on une chance d'intégrer une grande école d'ingénieurs type Centrale et Mines? Alors, il y a, pour intégrer ces écoles, ces grandes écoles d'ingénieurs, je pense à Mines Paris, mais bien d'autres, il y a des épreuves appelées GEI-UNIV que les étudiants de licence scientifique peuvent passer. Et le programme du CPES, normalement, devrait permettre aux étudiants de passer ces épreuves et, bien sûr, on l'espère, de réussir. Ces épreuves-là, elles constituent en fait un dispositif pour une quinzaine de grandes écoles, un dispositif de recrutement, pardon, pour une quinzaine de grandes écoles, dont Mines Paris, Polytechnique, enfin, je ne peux pas toutes les citer. Mais vraiment des très grandes écoles. Ouais, l'ESPCI, l'École de chimie de Paris, pour ne citer que celle-là. Et je pense que les étudiants qui passeront du CPS, qui passeront ces épreuves, auront, je l'espère, des chances d'être intégrés dans ces écoles par cette voie-là. Après, c'est comme un concours. C'est-à-dire que ça dépend des résultats des autres. Et en fait, ces épreuves-là permettent aux écoles de voir, d'apprécier le niveau en mathématiques, en physique, voire en chimie, dans un premier temps, et d'aller examiner le dossier des étudiants candidats dans un second. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse partie du dossier qui est important. Et ensuite, les étudiants présélectionnés, en général, passent des entretiens dans les écoles candidates. Voilà, donc il n'y a pas de quota, ce sont des épreuves, voilà, il faut réussir. L'avantage que l'on a, je pense, c'est que les enseignements de physique et de mathématiques sont vraiment dispensés par des professeurs de classe qui interviennent en classe préparatoire, donc qui ont les connaissances vraiment très très fines, des exigences et des attentes de ce genre d'épreuves. C'est pour nous un avantage certain. Il est clair que le volume horaire alloué à l'enseignement de maths et de physique, quand on le compare à ce qui est en classe préparatoire, c'est moindre, hein, je pense, Franck, hein, oui. largement moindre. Mais voilà, nous, le travail qui est fait par ces enseignants donc, de classe préparatoire, c'est d'aller sélectionner les champs indispensables pour pouvoir passer donc, ce genre d'épreuve commune. Alors, il y avait une question sur les écoles centrales. Les écoles centrales recrutent des universitaires par le biais d'autres épreuves appelées casting. Et je pense que le programme du CPES devrait permettre aux étudiants de passer ces épreuves-là. Voilà. Il faut quand même bien voir que les grandes écoles, elles cherchent énormément à diversifier leur mode de recrutement.
et elles sont très, 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 très à la demande de profils qui sortent un peu justement du système un peu formateur des classes préparatoires. Donc, nous, on croit beaucoup en cette valorisation parce que les étudiants qu'on va leur présenter, ils auront vraiment une expérience en gestion de projet, ils auront des compétences scientifiques vraiment déjà accrues, bien plus grandes que des étudiants qui sont issus de classes préparatoires. Ouais. Et ils auront une adaptabilité, à mon avis, qui sera bien plus grande. Et l'adaptabilité, c'est vraiment une compétence qui est extrêmement recherchée, aussi bien en master que dans les grandes écoles. Il y a une question, Karine, sur le nombre, l'effectif du CPES. Ah oui, on ne l'a pas dit, effectivement. Oui, on ne l'a pas dit. C'est une excellente question. Oui, oui. Alors, il y a 48 places au total, 33 places pour le parcours innovation biomédicale et pharmaceutique et 15 places pour le parcours énergie-environnement, ce qui correspond à nos capacités d'accueil aujourd'hui. Capacité définie par essentiellement les projets, les stages de terrain, les stages en laboratoire, voilà. On ne peut pas accueillir plus de personnes. La voie d'entrée, donc, c'est Parcoursup, évidemment. Vous pouvez la trouver, cette voie d'entrée, si vous tapez dans le moteur de recherche de Parcoursup licence sciences biomédicales, ça marche très bien. Donc, parmi tous les trucs que propose la licence sciences biomédicales, il y a l'entrée CPES et c'est un portail. Ça veut dire que vous pouvez candidater sur le parcours IBP et ou sur le parcours EE. Et donc, chaque parcours a son nombre de places, mais il n'y a qu'un seul classement qui est fait. Évidemment, c'est une filière sélective. Les spécialités à avoir en terminale pour prétendre à cette formation? Franck, tu veux répondre? Oui, en fait, on n'a pas il n'y a pas une combinaison pour que le dossier soit comment dire, retenu. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas avoir abandonné les sciences et il ne faut pas avoir abandonné les mathématiques en première. Il faut au moins avoir fait maths complémentaires en terminale. Oui. Le volume de maths est important, le programme est difficile, et donc, et pareil pour la physique. Et donc, mais c'est surtout les maths, je pense, qui peuvent Oui. poser problème. Oui, vraiment, vraiment, les maths, c'est quand même un point important. Ah. Les questions qui portent sur le processus d'admission, si c'est le processus d'admission en CPES, donc c'est Parcoursup et c'est vraiment admission via Parcoursup. Donc, il n'y a sur le dossier Parcoursup, il n'y a pas d'épreuve orale, il n'y a pas d'autres épreuves qui sont organisées. Par contre, il y a un questionnaire spécifique à remplir sur Parcoursup pour cette épreuve. Pour la sélection, tenez-vous compte de l'option maths experte durant de la classe. Quelles sont les notes minimales? On tient compte du parcours dans sa globalité. Donc, oui, très clairement, un jeune qui a fait maths experte, ça nous rassure par rapport aux maths, mais ce n'est pas une obligation. Durant dans la classe, oui, bien sûr, tout ça sont des choses que nous regardons. Il n'y a pas de notes minimum, par contre, qui sont demandées parce que nous savons très, très bien que ces histoires de notes, elles sont quand même très dépendantes des lycées. Donc, nous regardons le dossier dans sa globalité et c'est dans ce cadre que donc est fait la sélection. Il y a une question sur le parcours, les débouchés du parcours 2E. Bon, il faudrait peut-être assister à la présentation de nos collègues qui sont plus compétents, qui ont conçu le parcours 2E. Ce que je peux vous dire, c'est que le parcours 2E, il doit permettre d'intégrer
les écoles d'agronomie, ou accessibles par le concours B des écoles d'agronomie. Donc, il y a 11 écoles en France. Il y a 11 écoles en France. Karine, Ouais. C'était parce que je cherchais un renseignement pour une question. Mais Donc, pour le parcours de ZE, les étudiants pourront passer le concours B qui donne accès à 11 écoles d'agronomie en France. Ces étudiants pourront aussi passer les épreuves GEI-UNIF qui donnent accès à une quinzaine d'écoles, de grandes écoles d'ingénieurs en France, et notamment en région parisienne. Et dans les débouchés possibles du parcours de ZE, il y a, d'après nos collègues, toutes les écoles de géologie de Nancy, qui est peut-être, en tout cas celle que nous connaissons le mieux, mais bien d'autres écoles également, plus les masters dans ces domaines. Et pour Madame Meyer qui posait la question à propos du Master Biomedical Engineering, oui, je confirme qu'il y a un enregistrement qui a été fait, donc qui sera déposé, à mon avis, sur la page de l'Université de Paris, la page des JPO, enfin qui sera accessible via cette page, et également sur le site du master également. Donc, faut, dans le moteur de recherche de l'Université de Paris, des formations, il faut rechercher le master BME. Mais il y a un enregistrement qui est fait, je vous le confirme. C'est ça que je cherchais. Oui, ce master, il est tout à fait particulier, hein, parce que les cours sont en anglais. Il se fait en partenariat avec des écoles d'ingénieurs, dont les mines de Paris. Et les mines, ouais. Avec de nombreux tracks qui fait que c'est assez difficile de le décrire pour nous, mais il y a vraiment de très nombreuses spécialités. C'est un master qui est vraiment très, très recherché. Donc, parmi les options là, de lycée, si vous avez fait des SVT, il n'y a pas de souci. Le dossier va nous intéresser aussi. Enfin, va nous intéresser tout court. Alors, après, il y a une question. En comparaison d'une classe prépa classique, y a-t-il autant d'heures de cours et de pression? Il y a moins d'heures de cours puisque c'est un parcours de licence, donc on est sur les volumes horaires de licence. Après, il y en a quand même beaucoup. La pression, non, je ne crois pas que, enfin, nos étudiants ne paraissent pas sous pression, Franck, du moins je n'en ai pas l'impression, moi. Non, il n'y a pas la pression que connaissent les étudiants de prépa, c'est certain. La semaine dernière, aux Journées Portes Ouvertes de Janson de Sailly, il y avait une étudiante du CPES qui expliquait très bien, beaucoup mieux que nous d'ailleurs, que en fait, elle venait de BCPST, donc d'une prépa qu'elle avait faite l'année dernière et validée, mais qu'elle ne supportait pas la pression de la prépa. Et à l'issue de sa première année, elle a décidé, expliquait-elle, d'intégrer le CPES où elle était beaucoup plus sereine. Voilà, donc elle se retrouvait dans le même environnement de classe préparatoire, 75% du temps, mais, disait-elle, avec beaucoup moins de stress et de pression. Et voilà, c'est objectif. Notre idée de démarrage, c'est d'aller prendre le meilleur des classes préparatoires et le meilleur de l'université. Et on ne l'a pas dit, mais sous-entendu, de laisser un peu de côté les écueils de chacune de ces deux formations prises séparément. Je crois que les qualités requises donc, pour un étudiant de CPES, donc faut être un vrai scientifique parce que c'est une formation scientifique. Et Franck l'a dit, il faut avoir une appétence pour le travail en équipe et il faut donc être scolaire, mais avoir, à mon avis, une très grande ouverture d'esprit également. Alors, il y avait une question sur notre manière de regarder les dossiers de candidature. Ah oui, excusez-moi, je n'ai pas vu celle-ci. On les lit tous. En fait, absolument tous. Ouais. On les a tous lus. Absolument tous. Et on regarde les notes, les appréciations des professeurs, la lettre de motivation, on fait ça à la main. L'idée étant avant tout de ne pas prendre quelqu'un qui se tromperait dans les attentes.
sur cette formation qui se met en place. Donc oui, nous lisons tout. Et il y a une question sur intégrer le CPES à partir d'une prépa. Alors, il y a l'exemple que je viens de donner de cet étudiant qui était en BCPST, qui a validé sa première année de prépa, mais qui a intégré, choisi d'intégrer le CPES, donc de retourner en première année. Donc, elle s'est inscrite sur Parcoursup. Oui, il n'y a pas d'autre passerelle que Parcoursup. Alors, je ne sais pas trop, je suis un petit peu gêné pour vous répondre à propos de la deuxième année, mais il était question avec nos collègues de peut-être d'intégrer des étudiants Ah oui, c'est vrai. en deuxième année. Donc, des étudiants qui auraient validé une première année, par exemple, de classe préparatoire. On n'a pas défini encore Non. les modalités de ce type de recrutement en deuxième année du CPES. Oui. C'est théoriquement possible. Le mieux, si vous êtes dans ce cas de figure, c'est de nous contacter et on vous donnera les renseignements quand on les aura. Oui. Là encore, l'idée étant de n'accepter quelqu'un que si on est certain de son intégration dans un train qui est déjà en route. Quel est le taux d'échec par année? Alors, on n'a pas beaucoup de recul puisque c'est la première année de fonctionnement et puis surtout, on n'en est qu'à la moitié de l'année. Donc, sans la deuxième session, donc sur la base du socle scientifique, je ne sais pas, on a à peu près quoi là, Franck, 60% de 60% de réussite. Donc, Ouais, juste mais la session initiale. Hein. On est sur le premier semestre. Oui, oui, on est sur le premier semestre. Hein. Donc, il y a le deuxième semestre qui peut rattraper un premier semestre qui est un petit peu, qui peut être un petit peu difficile parce qu'il faut être souple, hein, il faut s'adapter à deux systèmes différents. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Je vais dire que le taux de réussite est meilleur que dans une L1 conventionnelle. C'est sûr. Bah là, on ne peut pas savoir. En plus, le recrutement de l'année dernière n'est pas forcément celui qu'on va faire cette année. Parce que l'année dernière, on a eu finalement, on espère avoir plus de candidatures cette année, mais donc on ne recrutera pas forcément les mêmes personnes. Donc on ne peut pas savoir. Hein. C'est difficile de répondre à cette question. Quelle différence majeure existe-t-il entre ce CPES et celui de l'université PSL avec Henri IV Parcours Sciences qui existe depuis plus longtemps? Alors, la différence, une différence, c'est que nous, nous délivrons un diplôme de licence, ce qui n'est pas le cas du CPES de PSL. C'est ça. Nous, on est un parcours dans des licences qui existent et qui ont cette possibilité de délivrer des diplômes. Donc là, il y a une délivrance de diplôme au bout de 3 ans. Ça sécurise le parcours. Ouais, c'est quand même bien, on pense, nous, d'avoir un diplôme national à la fin du parcours de 3 ans. Exactement. Et puis, c'est les débouchés, les masters, les masters qui peuvent accueillir ces étudiants, puisque nous, on est dans le cadre de parcours de licence. En plus des débouchés d'écoles d'ingénieurs, nous offrons nos débouchés classiques de nos licences, qui ne sont pas les mêmes que ce qui se passe à PSL. Autonomie des universités oblige. Après, il y a ce que nous, à l'Université de Paris, on apporte, qui est forcément différent de ce qu'apportent les collègues de PSL dans leur CPES. Chaque établissement a ses spécificités, ses points forts. Nous, nos points forts, c'est le biomédical, c'est les sciences de la Terre, les géosciences à l'Institut de physique du globe de Paris. Voilà, c'est ça notre domaine de compétences. Je pense que dans ces domaines-là, voilà, on a une carte à jouer. Exactement.
exactement. Et vous êtes en cours de deuxième année depuis l'ouverture. Non, cette année, c'est actuellement l'année 2021, l'année universitaire 2021-2022. Nous accueillons notre première promotion. Donc, notre première promotion est en L1. Et donc, les candidatures Parcoursup, c'est pour notre deuxième promotion. Et est-on limité dans le choix des masters? Je vais dire autant que dans une licence, vous pouvez postuler dans les masters qui sont dans la continuité directe de votre formation initiale. Donc, quand on est dans une licence, on ne peut pas postuler dans tous les masters possibles. On postule dans un master dans la continuité de sa formation initiale. Mais l'intérêt du CPES, c'est que c'est une formation scientifique généraliste. Oui. C'est-à-dire que les étudiants ont des bases en physique, en mathématiques, en physique, en chimie, en biologie. Et donc, ils ont un solide bagage scientifique pluridisciplinaire qui peut rendre leur dossier particulièrement intéressant pour tous les masters qui sont intéressés par ce type de profil. Et il y en a beaucoup. Bien sûr, il y a le Master Biomedical Engineering qui est intéressé par des biologistes, des physiciens, mais il y a beaucoup de masters qui recrutent des gens qui ont une culture scientifique large. C'est ça. Et des compétences, des soft skills particulières, parce que vraiment, ça, c'est un point clé pour nous. On n'a pas la volonté de juste faire manger des connaissances à nos étudiants. Nous, on forme des personnalités, on forme des compétences, des savoir-faire, des savoir-être, et avec tout l'avantage d'avoir un petit groupe pour le faire et des pratiques pédagogiques innovantes pour ça. Alors, je me suis laissée dépasser par les questions. Quelles sont les différences majeures entre CPES et double licence dans ces mêmes domaines? Alors, les doubles licences, comme le nom l'indique, la volonté, donc, c'est d'acquérir 2 diplômes différents, 2 diplômes de licence. Là, il y a, dans le CPES, les étudiants seront diplômés soit de la licence sciences biomédicales parcours CPES, soit de la licence sciences de la Terre parcours CPES, donc une seule licence. Les débouchés donc ne sont, les poursuites d'études sont sur le papier les mêmes en termes de master. Double licence, on n'est pas du tout dans le profil école d'ingénieur. CPES, on est dans le profil débouché vers les écoles d'ingénieurs, et les doubles licences, nous, ce qu'on espère, c'est que nos étudiants donc, qui ont acquis des connaissances, des compétences et des savoir-faire dans 2 domaines disciplinaires qui peuvent être parfois très, très orthogonaux, vont continuer dans vont tirer une plus-value à cette double formation en master. Et par exemple, pour ceux qui font de l'économie-gestion avec notre licence, aller vers des masters d'économie de la santé, ou pour ceux qui font le droit de la santé, le CogMaster pour ceux qui font de la psycho et notre licence. Donc voilà, c'est pas tout à fait les mêmes objectifs. Par contre, je pense que ça s'adresse à des étudiants qui ont des points communs, donc des étudiants qui sont capables d'une grande capacité de travail, qui sont souples et qui vont pouvoir donc s'adapter facilement à des pratiques variées en termes de pédagogie. J'espère que j'ai répondu. En cas de problème, il existe des passerelles en L2, oui, biomédicales ou sciences de la vie. Alors, sciences de la vie, non, puisque ce n'est pas la licence d'affiliation. Avec la licence sciences biomédicales, oui, bien sûr. En cas de problème, de gros problèmes, on peut redoubler en licence sciences biomédicales. Et si on ne souhaite pas poursuivre dans la licence parcours CPES, on peut poursuivre dans la licence sciences biomédicales. Oui, bien sûr, puisque c'est un parcours de cette licence. Ça sécurise aussi ce parcours. Les doubles licences maths physique ne sont pas dans le profil d'ingénieur. Ah, alors là, je ne peux pas vous répondre parce que ce ne sont pas nos doubles licences à nous. Et Franck, la question sur le volume de travail. Ah, le volume de travail est de combien de fois supérieur? Oh, c'est difficile à dire. Oui, c'est vraiment très, très difficile de répondre à ce genre de questions. Je ne peux pas répondre à cette question, mais
en termes d'emploi du temps, bon, le CPES, une année de CPES, c'est 600 heures de cours pour l'étudiant. Bon, c'est la même chose qu'une licence. Ce qu'il y a, c'est qu'en plus, il y a l'école et les devoirs sur table, donc ce qu'on pourrait appeler l'accompagnement de la prépa. Voilà. Et puis, il y a une certaine exigence. Tous les enseignements sont en contrôle continu. Et donc, c'est important de bien comprendre ça. Ça veut dire qu'il faut fournir un travail régulier pour pouvoir bien s'en sortir. Oui. Et donc, voilà, c'est peut-être 600 heures comme une licence par an, mais il y a l'école, les devoirs sur table en plus de la prépa et l'exigence d'un travail. C'est ça. C'est ça. Je pense qu'il y a des étudiants de licence qui travaillent tout autant Je pense aussi. que les étudiants du CPES. Oui, je pense aussi. Et réciproquement. Oui, et réciproquement, je pense aussi. La double licence maths sciences biomèdes n'est pas dans un profil ingénieur. Alors déjà, pour tout le monde, j'en profite, si vous êtes intéressé par avoir des informations plus spécifiques sur ces doubles licences, la conférence est à 14 heures. Et n'est pas dans un profil ingénieur. Par exemple, la double licence maths et applications sciences biomédicales, une poursuite d'études naturelles, c'est le BME, qui est donc dans un profil ingénieur. Après, nous n'aurons pas d'accord, nous n'affichons pas dans les poursuites d'études fléchées les sorties vers les écoles d'ingénieurs parce que nous n'avons pas préparé nos programmes pour coller aux exigences de ces écoles d'ingénieurs. Alors, sur le contrôle continu, oui, en fait, dans le CPES, et en particulier dans le parcours innovation biomédicale et pharmaceutique, tout est en contrôle continu. Alors, ça veut dire qu'il y a des évaluations régulières tout au long d'un semestre. Il n'y a pas de partiel comme on peut le voir parfois à l'université. On voit de moins en moins le système des partiels, mais il n'y a pas d'examen terminal. Il y a des épreuves en fin de semestre qui ont des coefficients plus importants. Voilà. Mais tout ne se joue pas lors de la dernière épreuve. Il faut être assidu et réussir toutes les petites évaluations intermédiaires pour avoir une moyenne correcte. Alors après, en ce qui concerne les UE du socle scientifique spécialisé, donc en ce qui concerne ce qui se passe dans les deux licences, sciences de la Terre et sciences biomédicales, ce sont les règles qui s'appliquent dans cette licence-là. Donc, il peut y avoir des examens terminaux ponctuellement dans ces UE. Mais dans tout ce qui est le gros bloc scientifique, le socle commun, nous avons demandé à nos collègues de classe préparatoire d'appliquer donc ce dispositif de contrôle continu intégral. Oui. Et tout ce qui est apprentissage par projet scientifique, c'est la même chose. Et stage, tout ça, c'est du contrôle continu. Il y a plein de petites, vous voyez, dans un projet, on demande aux étudiants, il y a plusieurs livrables, on appelle ça des livrables, par exemple, faire une présentation orale à mi-parcours, présenter son prototype, etc. Donc, tous ces livrables-là donnent lieu à des petites évaluations. Et puis, la note à la fin de l'année, c'est la somme, c'est la moyenne de toutes ces évaluations-là. Voilà. C'est du vrai contrôle continu. Et donc, pour valider une année, il faut avoir quel résultat puisque nous sommes une licence, c'est comme dans la licence. On calcule des moyennes de blocs et dans nos modalités de contrôle de connaissances et de compétences, il est écrit qu'il faut valider le bloc socle scientifique fondamental, le bloc annuel compétences scientifiques et quand il existe le bloc de connaissances, le socle, non mince, le bloc scientifique spécialisé. Donc on calcule des moyennes et il faut avoir la moyenne. Alors il y a une particularité pour les apprentissages pour tout ce qui est dans le socle des compétences scientifiques, pour les apprentissages par projet et les stages. Il y a une modalité d'évaluation tout à fait particulière. C'est qu'à l'issue de chaque livrable, on ne met pas une note sur 20 comme ça à l'étudiant. Non. On évalue l'étudiant, on évalue les compétences que montre l'étudiant. Donc, par exemple, on évalue
ses compétences de communication à l'écrit, ses compétences de communication à l'oral, si c'est une présentation orale, ses compétences de résolution, de mise en œuvre d'une démarche scientifique, si on lui demande de construire, enfin, s'il construit quelque chose. Voilà. Donc, on note par compétence. C'est une modalité d'évaluation tout à fait particulière. Dans ce système-là, au début de l'année, vous avez 0. Vous partez, vous avez 0. Et puis, en fait, vous ne pouvez que augmenter votre score au fur et à mesure des activités. Voilà. Et à la fin de l'année, on arrête le score, on calcule un score sur 100, qui est converti pour des raisons administratives en note sur 20. Mais voilà, on note en compétences. Donc, à l'issue, avant chaque livrable, par exemple une présentation orale d'un prototype, pour présenter un prototype, avant chaque livrable, l'étudiant sait sur quoi il va être évalué très précisément. Il connaît la grille d'évaluation, qui est tout à fait claire. Et donc, voilà, c'est totalement transparent. L'étudiant sait sur quoi il va être évalué et donc il peut s'y préparer d'autant mieux. Alors ensuite, on a une question sur le contenu de l'enseignement dans les différentes matières, maths, physique, chimie, biologie. Est-il très différent de la licence sciences biomédicales? Pouvez-vous détailler les différences? Alors, en maths et en physique, oui, il est très différent. Il est beaucoup plus poussé en CPES. Et je vais dire qu'en chimie et biologie, il y a des points communs, il y a des différences. Non, je ne peux pas détailler l'ensemble là des contenus, mais je pense que l'idée à retenir, c'est que quand même en maths et en physique, exigence d'école d'ingénieur oblige. Il faut mettre vraiment un sérieux coup de collier par rapport à ce que nous on fait en licence sciences biomédicales. Ce qui est clair, c'est qu'on travaille sur les contenus de chaque matière de manière à ce que, à la fin de la licence, l'étudiant puisse aller dans les poursuites d'études que l'on annonce. Donc, les masters que l'on a annoncés, il aura les compétences pour y aller. Par rapport à une BCPST, quelle est la différence de contenu sur le socle scientifique? Donc, c'est sûrement effectivement sur la classe BCPST que le programme du socle scientifique commun est le plus inspiré. Mais il est pas du tout égal. C'est pas les mêmes volumes horaires. Mais l'inspiration, c'est BCPST. Oui, c'est effectivement BCPST. Et un peu PC pour certains cours de chimie et de physique. Ouais. Physique. Mais avec des volumes différents, bien sûr. Par exemple, nous, en BCPST, il y a évidemment toute une partie de sciences de la Terre qui est extrêmement importante. Nous, les sciences de la Terre, en licence sciences biomédicales, ce n'est pas notre matière d'intérêt. C'est la matière d'intérêt, par contre, de l'IPGP. Donc, en fait, dans le socle scientifique commun, les sciences de la Terre ne sont pas enseignées, mais elles sont dispensées dans la partie socle scientifique spécialisée de l'IPGP. Nous, nos étudiants d'IBP n'entendent pas parler donc de cette thématique. Donc, le socle scientifique commun, c'est le socle qui intéresse tout le monde en vue d'accéder aux écoles d'ingénieurs généralistes. Alors, les deux questions suivantes. Est-ce qu'on fait en 3 ans ce qu'on fait en prépa en 2? Non, pas exactement, parce que le tronc commun Janson de Sailly, même s'il s'étend sur 3 années, enfin, disons 2 années et demie, il n'atteint pas les volumes d'une classe préparatoire. Donc, c'est pas exactement... il y a quand même moins, globalement moins en volume de cours qu'en prépa sur le tronc commun. Ensuite, il y a une question sur les masters accessibles par le parcours IBP. Donc, bon, il y a le master, si on regarde les masters de l'université, mais c'est juste une toute petite partie des masters auxquels on peut prétendre. Il y a le master Biomedical Engineering
il y a le master neurosciences, il y a le master toxicologie, écotoxicologie, il y a le CogMaster, donc le master de sciences cognitives, il y a le master de chimie qui s'appelle… Frontiers in Chemistry. Voilà. Et il y a un autre… voilà, et d'autres masters probablement de l'Université de Paris accessibles pour les étudiants du parcours IBP. Maintenant, il y a d'autres masters en France qui seraient sans doute très intéressés par le profil des étudiants IBP. Et évidemment, comme dans toute licence, la liste des masters que Franck vient de dénoncer, un étudiant ne peut pas prétendre à intégrer l'ensemble de ces masters. Ça, c'est comme en licence sciences biomédicales. Ça va dépendre des choix qu'il va faire. En particulier, Franck a expliqué qu'en L3, ils vont se différencier, comme dans la licence sciences biomédicales parcours classique, soit vers la chimie, soit vers un itinéraire biologie. Et de ce fait, quelqu'un qui est parti vers l'itinéraire biologie n'aura pas les prérequis attendus par les collègues des masters de chimie et inversement. Mais ça, c'est exactement comme dans n'importe quelle autre licence. Ça laisse le temps aussi. Bien sûr, ça laisse le temps. De faire des choix. Voilà, il n'y a pas d'urgence. C'est progressivement qu'on se spécialise. En troisième année, on a eu le temps déjà de réfléchir. Et puis d'avoir un aperçu des différentes disciplines. Peut-être qu'on va terminer s'il n'y a plus de questions. Très bien. En tout cas, nous, on a été ravis de partager ce moment avec vous et on vous remercie chaleureusement pour l'intérêt que vous portez à notre nouvelle formation en laquelle on croit beaucoup. Merci à vous et bonne journée. Et il reste la conférence sur les doubles licences à 14h et les conférences pour le parcours 2E par nos collègues de l'IPGP. Au revoir. Merci beaucoup.